C'est l'un des plus anciens vignobles de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est surtout celui qui a connu un destin spectaculaire en donnant naissance à une eau-de-vie connue dans le monde entier. Bienvenue au milieu des 75 000 hectares de vignes que compte l'appellation Cognac. Aujourd'hui, nous vous invitons à pousser les portes d'une grande maison pour découvrir les secrets de fabrication de ce spiritueux, avec notamment un moment rare, un privilège, la naissance d'un cognac. Nous verrons aussi pourquoi cette histoire s'est écrite ici, le long du fleuve Charente, à Cognac, ville de naissance de l'un des plus fameux rois de France, François Ier. Enfin, nous irons dans une petite propriété familiale, une autre dimension, mais une même passion, cap sur Cognac, secrets et savoir-faire. La ville de Cognac, en Charente, a la particularité d'avoir un patronyme connu dans le monde entier. Elle doit ce privilège à la fameuse eau-de-vie dont elle est le berceau. Mais on aurait tort de réduire son histoire à celle de ce spiritueux. Car il y a eu un avant-Cognac à Cognac. On ne peut pas comprendre cette ville, Vincent, si on n'évoque pas le fleuve qui la traverse, la Charente. Ce fleuve Charente, c'est grâce à lui, finalement, que la ville de Cognac doit son origine. C'est à partir de lui que la ville est née et qu'elle s'est développée par la suite. Dans quelles circonstances ? Tout simplement parce que ce fleuve a permis de transporter, et notamment de transporter des marchandises. Et pour Cognac, une marchandise en particulier, c'est-à-dire que nous sommes au milieu du Moyen-Âge, aux alentours du Xe siècle, quand des marchands et des marchands de sel vont s'installer à Cognac et décider de créer un port saunier, donc un port dédié à cette activité de commerce. Cognac est une cité marchande, elle l'est depuis l'origine et elle est encore aujourd'hui. Juste au-dessus de nous, sur les rives de ce fleuve, il y a un château royal. Pourquoi ce qualificatif ? Tout simplement parce qu'un roi y est né, et pas n'importe quel roi, peut-être un des plus célèbres en France, il s'agit de François Ier, qui est né dans ces murs le 12 septembre 1494. Il y est né, mais est-ce qu'il va beaucoup séjourner ici ? Alors, il va y passer les premières années de sa vie, mais une fois qu'il va devenir roi en 1515, il va revenir plusieurs fois ici. François Ier ne va jamais oublier sa ville natale. Les Cognacés vont obtenir le privilège d'être exemptés de toute taxe et impôt pendant toute la durée de son règne, ce qui n'est pas négligeable, ça représente plus de 30 ans. Et donc cet argent-là, on peut l'investir autrement. C'est lui qui va décider de faire paver les rues. C'est lui qui va améliorer la navigation sur la Charente à travers différents aménagements. C'est lui qui va améliorer aussi les routes qui permettent d'accéder à Cognac. Donc une somme d'équipement finalement que Cognac n'aurait jamais pu se payer toute seule déjà, et qui va surtout favoriser un développement économique ultérieur. Et nous arrivons maintenant à la rue Saulnier, qui, comme son nom l'indique, incarne finalement l'emplacement du commerce du sel à Cognac au Moyen-Âge. C'est la proximité du fleuve qui va conditionner leur installation, de même que plusieurs siècles après, les marchands de Cognac, ce coup-ci, vont s'installer exactement au même endroit. Alors la question mérite d'être posée. Dans quelles circonstances on a, entre guillemets, inventé le cognac à Cognac ? Après le sel, on a fait un peu de vin quand même sur le territoire. Les marchands hollandais qui avaient des habitudes commerciales sur la Charente, notamment pour aller acheter des papiers à Angoulême, ramenaient du vin dans leurs bateaux. Sauf que le problème qui se posait, c'est que ce vin-là, non seulement prenait de la place sur le bateau, et puis en plus, le vin avait le temps de tourner, le temps de rentrer aux Pays-Bas. Et c'est là qu'est venue l'idée de brûler ce vin, c'est-à-dire de le distiller. Les marchands hollandais vont pouvoir non seulement réduire les volumes du vin sur les bateaux, mais aussi stabiliser en quelque sorte ce vin qui ne tournera plus le temps du voyage. L'idée de départ, c'est véritablement de le conserver et après de le remodifier une fois arrivé à bon port, aux Pays-Bas notamment. Donc c'est petit à petit, progressivement, que finalement on va se rendre compte que ces eaux de vie elles sont de qualité et qu'on va s'en servir en tant que telles. Est-ce qu'avec le succès du commerce de ces eaux de vie, du cognac, la ville va changer dans sa physionomie ?
Même si le cognac est mis en place dès le XVIIe, à partir du XIXe, le cognac devient véritablement un produit industriel que toute l'Europe s'arrache. Il faut avoir à l'esprit qu'au XIXe siècle, en l'espace de quelques décennies, la ville passe de la taille d'un gros village à une ville de taille moyenne. Donc tout ça va très vite, très fort, et la locomotive, ça n'est autre que le cognac. Donc ça se traduit par la construction de bâtiments dédiés à la production du cognac, c'est ce qu'on appelle des chais ici. Ça se traduit aussi par la construction d'hôtels particuliers, notamment construits par les négociants eux-mêmes, qui affirment autant leur réussite professionnelle que l'argument publicitaire de leur marque. Et puis ça se traduit aussi par toute une série d'équipements publics, parce que la ville doit s'adapter à ce nouveau statut. Il y a peu de villes en France et peut-être dans le monde qui sont connues dans le monde entier. Il y a Bordeaux, parce qu'il y a du vin de Bordeaux. Cognac, c'est un peu la même chose. Il suffit d'ailleurs d'aller à l'étranger pour expérimenter ça quand on est un cognacier comme moi, où dès qu'on parle de l'endroit d'où on est, automatiquement l'interlocuteur a les yeux qui pétillent parce qu'il identifie directement au moins le produit, mais en tout cas ça ouvre la discussion sur le produit et la ville. À partir du XVIIIe siècle, les grandes maisons s'installent dans la ville. Hennecy, Rémy Martin, Otard, Delamain, Courvoisier, sans oublier l'une des plus anciennes, créée en 1715 par un jeune Anglais de 21 ans, Jean Martel. D'abord maison de négoce, l'entreprise va très vite avoir une activité de production. Dans ces bâtiments, à quelques kilomètres de la ville, tous les automnes, on met en chauffe les alambics pour transformer le vin en eau-de-vie. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Que cet endroit est impressionnant. Il y a combien d'alambics au total dans la distillerie? Alors ici, on a 24 alambics qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, en capacité de distillation, en litres, ça fait à peu près combien? Alors, capacité de distillation en litres, nous distillons sur 24 heures environ 160 millilitres. Ce sont des très beaux objets, les alambics. Cuivre, pourquoi cuivre? Ça a toujours été comme ça? Alors effectivement, ouais, l'alambic charentais a toujours été en cuivre. C'est un matériau indispensable, je dirais, pour nous. Hein. C'est un super conducteur en termes de chaleur et qui va nous permettre de clarifier, de purifier finalement les vins qui vont y être distillés. Ouais. Il y a quelque chose, moi, qui me surprend, c'est que ces bâtiments sont très grands, immenses, et il y a peu de monde. Effectivement, toi, t'es assis devant un clavier. Depuis un certain nombre d'années, on a su se moderniser, et aujourd'hui, effectivement, la plupart de nos outils sont monitorés, donc on a des capteurs de positionner dessus qui nous permettent de nous aider justement au suivi du process. Est-ce que tu pourrais m'expliquer le principe et surtout l'objectif de la distillation? Bien sûr, donc le principe de distillation, en fait, c'est finalement d'aller chercher un maximum de pureté au niveau des eaux de vie. En fait, c'est de concentrer tous les arômes, toutes les parties volatiles qui nous intéressent. On va porter à ébullition les volumes, tout va s'évaporer. Ensuite, ces vapeurs vont continuer leur chemin dans l'outil alambic pour venir se refroidir dans des cuves de refroidissement, en fait, où on a un serpentin. Et donc les vapeurs sont dirigées dans ce serpentin et vont se refroidir au fur et à mesure de leur passage pour nous arriver ici à l'état liquide. Parfois, on parle d'alchimie. Est-ce que c'est un terme, toi, qui te parle? Oui, complètement. Personne n'est encore en mesure de dire précisément toutes les réactions qui peuvent se passer au sein d'un alambic. C'est vrai, ça reste encore un mystère. Ça reste encore un mystère, donc c'est un mystère qu'on cultive, en fait. Mais ça veut dire qu'à la fin, la décision finale, elle se fait par l'humain. Organoleptique. Au nez. Par l'humain, tout à fait. Direction le domaine de Chanteloup, dominé par ce château au surprenant style néo-normand, le fruit d'une histoire d'amour. Car c'est pour faire plaisir à son épouse, née en Normandie, qu'Édouard Martel décida en 1930 de transformer la maison forte médiévale qui s'élevait ici en château d'agrément évoquant la région natale de sa femme. Mais Chanteloup est surtout réputé pour accueillir les chais de vieillissement, dans lesquels arrivent les eaux de vie tout juste distillées. Pénétrer dans ce chai, Christian, j'ai l'impression que ça éveille tous les sens. D'abord visuel, parce que c'est très impressionnant, mais aussi il y a ce parfum très agréable du bois. C'est vrai que c'est magique ici. C'est un de nos chais qui contient que des fûts de chêne, parce que c'est obligatoire par le décret d'appellation. Et également, donc, ce chêne va donner la couleur et les arômes à nos eaux de vie. Un vieillissement de cognac, c'est un minimum de combien? C'est un minimum de 2 ans. Minimum de 2 ans au fût de chêne pour aller sur des décennies.
Comment on a découvert qu'il y avait un intérêt à mettre des eaux-de-vie dans des barriques en chêne pour le faire vieillir et lui donner toute sa saveur? Comme toutes les eaux-de-vie ne pouvaient pas partir en même temps, donc ils se sont mis à stocker des eaux-de-vie en attendant donc le départ de la prochaine gabarre. Et là, on s'est aperçu qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'eau-de-vie se bonifiait, changeait de couleur et prenait des arômes extraordinaires. C'est une quasi-découverte fortuite, ça. C'est un petit peu ça, oui. Ouais, c'est un petit peu ça. Ici, tu as une eau-de-vie nouvelle qui sort de la distillation. Je vais te faire voir ce qui se passe au bout d'une trentaine d'années. Ah ouais. La magie du vieillissement. Wow. Alors ça se voit tout de suite déjà Exactement. à l'œil nu. Quelle Regarde, différence de regarde, couleur. Regarde. Mais il n'y a pas que la couleur. Ce sont les arômes. Donc là, on a été chercher, l'eau-de-vie a été chercher donc, des éléments aromatiques qui sont contenus dans le chêne, dans notre barrique. Et tout ce phénomène se réalise grâce à l'évaporation, grâce à la part des anges. Alors c'est quoi la part des anges? La part des anges, tu as dû voir. Donc quand tu es arrivé sur Cognac, il y a des toits qui sont noirs, il y a des murs qui sont noirs. Ouais. Alors c'est quoi ça? Ce ne sont pas les anges, mais c'est un champignon microscopique qui s'appelle le torula, qui se nourrit des vapeurs d'alcool. Si je comprends bien, plus un chai est noir, plus ça signifie qu'à l'intérieur, il y a des eaux-de-vie. Ouais, il y a du monde. Ouais, ouais. C'est presque un signe extérieur de richesse, Un petit non? peu, ouais, un petit peu ici, quoi, en fait. C'est surtout un signe qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Cette évaporation représente 2% du volume du stock, soit l'équivalent pour l'ensemble de l'appellation Cognac de 22 millions de bouteilles qui disparaissent dans les airs chaque année. Retour dans la ville de Cognac, la même où Jean Martel installa sa maison au début du XVIIIe siècle. Puis très vite, les premiers chais, les entrepôts. C'est dans ce lieu chargé d'histoire qu'a lieu la dernière étape de fabrication. Éric retrouve un personnage central dans toutes les maisons de Cognac, le maître de chai. Christophe Valteau occupe ce poste à haute responsabilité depuis 2 ans. Aujourd'hui, il nous convie à assister à un moment rare, l'élaboration d'un cognac. Constituant 72. Donc toujours un assemblage de grande champagne. Le côté léger, lourd, tonneau neuf doit ressortir. Ouais, alors ce qui lui donne un côté plutôt roux, ça reste bien fondu. Lourdeur devient, c'est plus présente, ouais. Lourdeur dans le sens... Ah, il y a un peu de sucrosité, hein, ça donne cette rondeur. La sucrosité de Borderie, tu la retrouves tout de suite, elle est vraiment là. Élégance, doux, fouetté. Il y a du bois quand même. Hein. Bonjour Christophe, bonjour à vous tous. Bonjour. Je sens une telle concentration autour de cette table que c'est impressionnant. Je suis un peu intimidé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, toi et ton équipe? Alors, après le vieillissement et quand on estime que l'eau-de-vie va être utilisable, on fait une dernière étape avant l'assemblage, avant la création de l'assemblage. On va déguster l'ensemble des eaux-de-vie identifiées. On revérifie la recette avant de réaliser ce qu'on appelle la montre, qui est l'assemblage en petits volumes du cognac. Et là, on est sur la dernière étape avant de le proposer à nos consommateurs. Alors, je découvre beaucoup de verres, beaucoup de bouteilles. Ça veut dire qu'il y a potentiellement combien d'échantillons, combien d'eau-de-vie différentes qui peuvent rentrer dans la recette, comme Exactement. Alors là, on est dis. sur la dernière étape. Donc, on a déjà préassemblé. Ici, par Ah oui. exemple, il y a une dizaine d'eau-de-vie. Voilà, on a déjà commencé à pré-assembler. Là, c'est la dernière. Il y en a 27. Donc 27 assemblages, donc encore plus d'eau-de-vie, en fait. Oui, alors derrière, il y en a 150, en fin de compte. Ça, c'est la dernière étape. Mais pour arriver à ces 27, on en a déjà préassemblé. Au total, il y en aura 150. Et c'est toujours assez magique de vous entendre mettre des mots sur justement le nez, voire la bouche, parce que j'ai vu que parfois vous preniez en bouche. Oui, le gros de notre travail, c'est le nez. La seule chose qu'on ne peut pas détecter au nez, c'est l'amertume et la longueur en bouche. Donc ça, on va pour ça le passer en bouche. Christian, ça se fait régulièrement, ces dégustations En fait, on déguste très régulièrement. Les premières dégustations, c'est le matin, ça commence à 8h30 pour s'étaler tout le long de la journée. Je peux te dire qu'on déguste à peu près entre 40, 50, 60 échantillons par jour. C'est tous les jours? Tous les jours. Ce qui représente à l'année une somme d'échantillons entre 13 000 et 14 000 échantillons que l'on prend en bouche et au nez.
Plus j'ai de choix dans mes chais et plus ça nous permet d'assembler. La force du cognac, c'est vraiment l'assemblage et l'art de l'assemblage. Pour lisser les effets des millésimes, on va assembler et recréer tout le temps un même goût et plus qu'un goût, une même émotion. Alors, si je comprends bien, ça signifie qu'à partir d'eau de vie éventuellement différentes, par l'assemblage, vous pouvez retrouver un goût qui a déjà été fait auparavant avec d'autres eaux de vie. Exactement, c'est tout le rôle. Vous êtes des faussaires en fait. Et on est des gros faussaires. Et c'est pour ça qu'il me faut 150 eaux de vie pour arriver à ce que tu ne sentes plus les différences. Bon, bah, je vous laisse continuer. Merci. Merci. Constituant 76. Christophe, vous avez dégusté, testé tous les échantillons. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Patrice est en train d'assembler et de mettre exactement chacune des proportions pour faire ce qu'on va appeler la montre, avoir l'échantillon parfait et la proportion de chacun des éléments. C'est à la goutte près. Oui, tout à fait. Ouais. C'est important de respecter la proportion parce que ça peut changer complètement le goût. Ce savoir-faire, ce nez, ça demande quoi? Une hygiène de vie, j'imagine, impeccable. Mon instrument de travail, c'est mon nez. Dans l'équipe, on n'a pas de fumeurs, on n'a jamais fumé ni les uns ni les autres. On a effectivement une hygiène de vie particulière pour bien nous protéger le palais et le nez. C'est-à-dire que tu as un référentiel, il ne faut pas qu'il bouge. Exactement, je ne peux pas changer de parfum, parce que pour arriver à reproduire sans arrêt le même cognac, il faut absolument que tu aies toujours la même capacité. Tu es un très jeune maître de chai. Tu sens parfois le poids de l'histoire d'une maison qui a plus de 300 ans. Je suis le 9e maître de chai de la maison, donc il y en a peu. C'est des choses qui se passent de maître de chai à maître de chai. On est un témoin du temps. Alors, je voulais t'emmener dans un lieu qui m'est cher, et s'il devait y avoir un paradis sur Terre, ça serait celui-ci. Et quand on dit paradis, c'est pour aller voir nos ancêtres, et c'est exactement ce que je veux te proposer. Alors tu vois ici, c'est donc le paradis. Pour nous, c'est là où on entrepose, où on conserve les plus vieilles eaux de vie de la société. Et donc on a plus de 200 ans d'histoire qui s'échelonnent ici. Je vois des dates, ça me fait rêver, c'est l'histoire de France, là. 1868, 1870. C'est quoi la plus ancienne? Alors la plus ancienne chez nous est de 1802. Wow. Donc on est avec Napoléon et Joséphine. Donc oui, effectivement, on a toute l'histoire de la société et de la région. Alors que je comprenne, tu peux être amené, toi, dans un assemblage, j'imagine, pour un produit d'exception, à utiliser une eau de vie aussi ancienne que ça. Ça a un intérêt gustatif? Alors ça a un intérêt gustatif, oui, parce que chaque millésime est différent. Ici, on est sur des millésimes qu'on ne saura plus reproduire, parce qu'il y a eu le phylloxéra qui a détruit le cépage de l'époque. Ah, c'est de l'histoire. Exactement. Alors, on a de l'histoire, mais de l'histoire olfactive. Et ce que j'aime dire, c'est qu'on a les archives papier. Et là, ici, on a les vraies archives, les archives vivantes de la société. J'ai découvert d'ailleurs, en préparant cette émission, à quel point le cognac est un produit exporté. Je ne crois pas qu'il y ait un autre produit qui puisse se vanter d'avoir une telle part à l'exportation. C'est combien? Oui, on a plus de 98% d'exportation. Et oui, on doit en être fier parce que le cognac ne tient que parce qu'il a le terroir derrière. Sans ce terroir exceptionnel, on ne peut pas faire de cognac. On ne peut pas faire du cognac ailleurs qu'à Cognac. Et Cognac, c'est en Charente et c'est en France. Depuis plus de 4 siècles, cette région vit de la production et de la commercialisation de ses eaux de vie. À côté des grandes maisons, on trouve plus de 4000 viticulteurs bouilleurs de cru qui, à leur échelle, perpétuent la tradition. Nous voici chez les Frères Moine, une entreprise familiale où l'on cultive non seulement la vigne, mais aussi un certain esprit frondeur. Salut Gabriel. Bonjour. J'adore l'ambiance qu'il y a dans vos chais. Il y a combien de barriques au total ici? On a environ 300 barriques dans ce chai ici. Alors ici, on est dans la partie pinot rosé et on va avoir l'autre côté pinot blanc. Et à l'étage, on va avoir et du pinot aussi et du cognac.
Raconte-moi comment a commencé l'aventure, l'histoire des frères moines. Alors, à la base, les frères moines, c'est notre père et notre oncle qui se sont associés dans les années 80 pour reprendre une exploitation et créer une exploitation, un domaine viticole. Pour qu'on comprenne un petit peu la différence entre une entreprise familiale et puis les grandes maisons de négoce, c'est quoi l'échelle de valeur ? Un des meilleurs chiffres qu'on pourrait citer, c'est quand la plus grande des maisons vend 7 bouteilles de cognac à la seconde. Moi, ici, je vais vendre 7 bouteilles de cognac sur une semaine. Ah ouais. Donc on est bien évidemment dans un univers plus modeste, mais c'est Bien aussi sûr. une façon peut-être différente de travailler. C'est une façon différente, mais il y a besoin en fait des deux pour pouvoir fabriquer le cognac. Alors d'ailleurs, explique-moi ce que ça signifie exactement, viticulteur bouilleur de cru, ce que vous êtes, vous. Alors, un viticulteur bouilleur de cru, c'est quelqu'un qui possède ses vignes à destination de cognac, qui va transformer le jus de raisin en vin et ensuite transformer ce vin en eau de vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi Qui possède l'appareil pour distiller. Voilà, qui possède la distillerie. Alors les frères moines, on l'a compris, ça commence avec ton père et ton oncle. Ça s'appelle toujours les frères moines. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, mon frère est revenu sur l'exploitation et on a décidé de continuer l'aventure ensemble et de continuer à créer de nouveaux produits et de nouvelles choses. Après ses études, Yann est d'abord parti à l'étranger, où il s'est fait remarquer comme artiste plasticien, sous le surnom de Monsieur Frog. De retour sur ses terres, il continue avec son frère d'écrire l'histoire familiale. Aujourd'hui, il travaille à un assemblage de pinot très particulier. Explique-moi la différence entre un cognac et un pinot. Alors le cognac, c'est une eau de vie de raisin de vin qui est en fait distillé, en double distillation et après qui est vieilli en fût de chêne. Et le pinot, c'est une mistelle, c'est-à-dire une mistelle, c'est un assemblage de 3/4 de jus de raisin, en gros 3/4 de jus de raisin, avec 1/4 d'eau de vie de cognac à 70. Et ensuite qui est vieilli en fût de chêne. Et là, je suis en train d'assembler un petit lot de très vieux pinots qu'a fabriqué mon père quand il a pris l'entreprise. Alors très vieux, c'est combien de temps ? Là, on est sur des pinots qui ont une quarantaine d'années, comme mon âge. Pouvoir travailler avec des vieux pinots comme ça, c'est le travail de toute une génération. Mon père est parti en retraite, là c'est le travail de toute sa vie, quoi. Au total, vous allez faire combien de bouteilles ? Là, on va être sur 180 bouteilles environ. Seulement ? Ouais, il y aura moins de 200 bouteilles là-dessus. Alors, généralement, le pinot, c'est un produit qu'on prend plutôt à l'apéritif, qui en prête un peu moins de complexité. Est-ce que tu as la même vision ? C'est un produit qui est méconnu, je dirais, qui est plus connu comme produit touristique, entre guillemets, comme produit qu'on boit quand on vient en vacances en Charente et en Charente-Maritime, qui est un peu le petit frère pauvre du cognac, qui est méconnu. Alors, l'alcool doit toujours être consommé avec modération, mais je vais te demander quelque chose. C'est que tu m'as tellement parlé de ce produit. Là, c'est quelque chose de rare, c'est ça ? C'est quelque chose de tout à fait au nez, déjà, exceptionnel. c'est incroyable. Une très grosse palette aromatique. Ah, c'est vraiment, vraiment exceptionnel, vraiment. Yann, qu'est-ce que c'est cette grande fresque murale ? Cette fresque, c'est un hommage à nos grands-parents. Et c'est une fresque qui a été faite dans le torula, qui est l'identité, le torula comtenacensis, donc ce champignon qui... Le fameux champignon noir. Voilà. qui est donc l'identité un peu cognacèse. Et l'idée, c'était de venir gratter cette race luxueuse à l'aide d'un karcher et à l'aide de bombes à la craie également, de faire apparaître ces visages sur notre chai. Gabriel, bien faire et laisser dire, je voyais marqué, c'est quoi ça ? C'était une devise de notre grand-mère qui nous a transmis beaucoup de valeurs, notamment les valeurs de la terre. Et c'était une de ses expressions préférées. Le cognac, les pinots d'exception, ce sont des produits de luxe, mais vous, dans votre travail au quotidien, le luxe, c'est quoi ? Le luxe, c'est faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Le luxe, c'est travailler avec des gens qu'on aime, c'est travailler avec des produits qu'on aime. Le luxe, c'est être en contact avec la nature. Le luxe, c'est travailler en famille. Le luxe, c'est le matin
comme quand vous êtes arrivé ce matin, voir le soleil se lever sur les vignes, voir les paysages qu'on peut voir quand on est à travailler dans la terre. Finalement, ce luxe, ce sont des choses simples à en parler, mais c'est des choses simples qu'il faut aller chercher. Qu'il faut aller chercher en permanence et réinventer de temps en temps aussi.